Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous retrouver sur Kavi Média, le média du développement. Merci de nous écouter à la radio. Vous êtes sur la 89.5 à la télé. Vous nous regardez sur les différents bouquets Canal Plus et Star Times. Merci de votre fidélité. Si vous êtes avec notre site d'information siaminfo.com avec notre application mobile Kavi Média. Merci si vous êtes sur les réseaux sociaux Kavi TV, groupe Kavi Média, Gangan RTV qui relaie aussi cette émission en direct au menu de ce lundi. Premier jour de la semaine très difficile pour la République de Guinée. De la joie, Zéré Kouré est en larmes. Le stade 3 avril comptabilise des morts et des blessés. La finale du tournoi de la refondation dotée du trophée général Mamadi Doumbouya de ce dimanche a viré au drame. La contestation d'une décision de l'arbitre central qui a conduit au Géché-Forêt et à des bousculades ont fait de nombreux morts, mais aussi des blessés. Un dimanche noir pour toute la République de Guinée, précisément pour la ville de Nzéré Kouré. Aucun bilan officiel pour l'heure et les structures sanitaires de la ville tentent de contenir les victimes en grand nombre. Face à l'ampleur du drame, le gouvernement guinéen, à travers son premier ministre, appelle au calme. Un communiqué officiel est d'ailleurs attendu les heures qui suivent, déclare Amadou Riba. Un dimanche pas comme les autres à Nzéré Kouré. On en parle dans cette émission. Le scanner et puis vulgarisation de l'avant-projet de nouvelle constitution pendant que le président du CNT, Dr Dansa Kourouma, boucle sa tournée. Une proposition pas des moindres est faite à Koya. Les populations des 3 collectivités expriment leur volonté d'augmenter la durée du mandat présidentiel de 2 ans, c'est-à-dire de 5 à 7 ans. Une sollicitation qui relance le débat sur les dispositions du mandat présidentiel contenu dans l'avant-projet de nouvelle constitution. Que dit cet avant-projet de nouvelle constitution sur la question du mandat présidentiel? La sollicitation faite à Koya sera-t-elle prise en compte? On pose le débat également dans ce numéro du scanner. Et dans la dernière partie, nous parlons de la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida qui a été célébrée ce dimanche, placée sous le thème « Prenons le bon chemin, ma santé, mon droit ». Elle met en avant l'importance de garantir à toutes et à tous un accès équitable à la prévention, au dépistage et au traitement du VIH. Le sida, bien que dangereux, n'est pas une fatalité. Les avancées thérapeutiques offrent aux personnes infectées une vie normale. En plus, une personne séropositive avec une charge virale indétectable depuis 6 mois grâce à un traitement ne transmet plus le virus. Pour ce numéro, nous avons comme invité Kadiatou Bodje-Baldé, véritable survivante. Elle vit depuis plus de 10 ans avec le VIH. Par ailleurs, présidente du réseau guinéen des associations de personnes infectées et affectées, REGAP en abrégé. Elle partage son récit avec nous dans ce premier numéro de la semaine. Voilà, entre autres sujets à débattre dans ce nouveau numéro du scanner. Installez-vous confortablement. Bienvenue sur le média du développement. Merci de nous écrire si vous êtes en notre compagnie sur le plus 224 629 95 67 deux fois, plus 224 629 95 67 67. Merci de nous pratiquer sur l'ensemble synchronisé à Conakry, à Bofa, à Boké, à Nzéré Kouré ce matin. Merci d'être en compagnie des programmes de Groupe Kavi Média et de cette émission. Le scanner Diallo, bonjour, bienvenue. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Bonjour Mohamed Ba, le PM. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Le pays est endeuillé ce matin. Une minute de silence à la mémoire de toutes ces personnes, tous ces Guinéens qui ont perdu l'âme hier au stade 3 avril de Nzéré Kouré. Diallo, si tu nous suis. Merci en paix à l'âme donc de toutes ces personnes décédées hier au stade 3 avril de Nzéré Kouré. Diallo, nous avons appris la nouvelle tard la nuit. Absolument, une triste nouvelle, un dimanche noir pour toute la Guinée.
Parce que vous l'avez rappelé, vous avez tout rappelé hein, dans l'introduction, la chaîne, comme ça se passait. Je crois que c'est assez déplorable que ça puisse passer, parce que ça se passe en République de Guinée, bien que ça soit à Djérékoré, mais c'est une situation aujourd'hui qui affecte tous les Guinéens à tous les niveaux, parce que c'est des Guinéens, j'allais dire, qui ont perdu la vue. Nous sommes en deuil, c'est vrai qu'on ne va pas aller beaucoup plus en profondeur. Nous sommes dans une situation où la situation est tellement sensible qu'il faut appeler à la retenue, tout simplement, en attendant de voir la réaction ou les démarches tout au plus du gouvernement quant à la manifestation de la vérité dans le cadre de ce drame qui s'est produit du côté de Djérékoré. Mais en attendant, on peut essayer de voir à travers les informations que nous avons pu recueillir pour voir effectivement quelles sont les implications, le niveau d'implication de chacun dans le cadre de la préparation de cet événement, mais aussi à la limite aussi la responsabilité des uns et des autres aussi qui s'établissent d'elles-mêmes, parce que tout simplement il y a eu des initiateurs, il y a eu des organisateurs, il y a eu des autorités territoriales qui ont été associées, d'où la présence des forces de défense et de sécurité pour pouvoir maintenir l'ordre, éventuellement s'il y a quelques échauffourées. Mais en attendant, je pense que tout est parti de ces... C'est vrai qu'on parle du penalty, mais tout est parti de ces 2 cartons rouges qui ont été décernés aux deux joueurs de la région de la Baie. Finalement, la contestation est partie de là-bas, d'où l'implication du ministre des Sports pour pouvoir réduire les cartes en non. Donc, ou corriger l'erreur arbitrale. Ou corriger l'erreur. Mais ce qui est évident, c'est que naturellement, on avait procédé à cette réduction. Maintenant, au lieu de 2 cartons, finalement, on a pu annuler l'autre et finalement, le match a pu continuer jusqu'à ce qu'on a assisté à ce fameux penalty qui est l'élément déclencheur de la situation. Finalement, il avait sifflé pour pouvoir effectivement mentionner ce penalty-là, finalement, qui a été tiré mais qui a été contesté aussitôt. Aussitôt contesté, les projectiles ont commencé à jaillir de partout. Finalement, c'était la panique à bord. Malheureusement, entre-temps, parce que c'est là où tout est parti. Les images même à l'instant, pour ceux qui nous suivent à la télé, les images quand même qui montrent ces échauffourées, ce sauve-qui peut. C'est sauf que peu. Oui, il y a des échauffourées déjà entre les joueurs des 2 équipes, Djérékoré et la Baie, qu'on a pu recueillir de ce côté. Vous voyez que la tension montait petit à petit. Le stade qui était plein à craquer. Là, c'est vraiment difficile ce matin. Absolument. Et voyez-vous, je pense que le stade, on nous apprend que c'est un stade qui est en rénovation, donc inachevé en partie. Vous imaginez ce que cela peut faire. Et je pense que dans les stades, quoi qu'on en dise, c'est vrai qu'on est en Afrique ici, mais il faut éviter à des occasions pareilles qu'on puisse avoir des espaces comme ça où il y a des projectiles, des cailloux même, qu'on peut ramasser facilement et jeter. C'est pourquoi de l'autre côté ici, quelle que soit la dimension ou la nature de match, on ne peut pas prendre le risque d'aller à des endroits comme ça où tout est permis, vous pouvez ramasser ce que vous voulez dans les stades que nous connaissons. C'est pourquoi même la pomme, elle n'est pas permise à l'intérieur, c'est l'eau seulement qui est permise, parce que tout simplement à un certain niveau, tout peut basculer, les émotions sont très difficiles à gérer. Nous connaissons ce qu'est la foule. Et surtout quand la foule est prise de panique, comme c'est le cas dans le stade de Djérékoré, et c'est ce qui s'est passé. Entre-temps, la police, parce que c'est là où se trouve tout le problème, la police qui n'avait pas en tout cas les forces de défense et de sécurité qui étaient pour pouvoir maintenir l'ordre, je ne cite pas nommément la police, parce que elle devrait y figurer de toute évidence. Tout est parti de là, et c'est ce qui avait anticipé cette débandade que nous avons pu observer. Et bien finalement, pour un premier temps, on nous apprenait que les portails étaient fermés au niveau du stade. Et nous connaissions aussi, disons, la surpopulation, parce qu'il y a eu quand même assez de monde. On n'a pas pu contenir cela aussi. C'était un aspect aussi qu'il fallait tenir compte. Oui, mais les images montrent ici que le portail n'est pas fermé. Oui, pour un premier temps, ce qu'on disait ici. Est-ce cadenassé?
la question restait posée. Mais à un certain niveau, quand c'était plein à claquer, on avait décidé de fermer les portes. Est-ce que ça a été cadenassé? Je n'en sais rien, mais ça a été fermé pour un premier temps. Pour un premier temps, pour pouvoir quand même limiter le nombre d'entrants. Vous savez, il faut veiller à tout cela. Il fallait effectivement expliquer aux gens et aux autres qu'il n'y a plus de place pour pouvoir, disons, rentrer au niveau du stade là-bas. Maintenant, entre-temps, il y avait des forces de défense et de sécurité qui étaient et qui veillaient finalement. Et c'est normal que ça puisse passer comme ça. Maintenant, entre-temps, à des endroits comme ça, avec, disons, une telle outrecuidance entre les uns et les autres, je pense que ça devrait quand même pouvoir amener les forces de défense et de sécurité à ne pas aussitôt ou automatiquement procéder à l'utilisation de ces gaz lacrymogènes-là, parce qu'à mon avis, c'était inopportune. Il fallait pouvoir voir comment est-ce qu'il fallait essayer de calmer les ardeurs à l'interne, essayer de jouer aux sapeurs-pompiers en attendant de pouvoir voir les voies qui pouvaient permettre, un temps soit peu, de pouvoir quand même évacuer un certain nombre de personnes, parce que nous voyons effectivement c'est un espace à la limite assez exigu aussi, voyez-vous. Donc je pense que ça pouvait permettre aux forces de défense et de sécurité de pouvoir mieux, disons, maîtriser la foule. Malheureusement, la foule à un certain niveau, quand elle est prise de panique, on n'en peut plus. C'est en cela que nous disons ici, quand de telles circonstances se produisent, seul Dieu peut intervenir. C'est lui seul qui peut sauver, malheureusement. Cette utilisation prématurée, inopportune du gaz aussi a pu peser sur la balance. Finalement, tout le monde se rentrait dedans, il faut le dire comme ça. Il y avait des gens qui tombaient ici et là, et finalement, nous connaissons ce que c'est la bousculade, et surtout avec un portail qu'on nous a décrit. Finalement, le drame est parti de là. D'autres parlent de trentaine de morts, et nous avons eu l'information de nos confrères de l'AFP aussi qui parlent de centaines de morts, d'une centaine de morts. On verra bien, puisque vous l'avez rappelé, c'est vrai qu'il y a une réaction du chef du gouvernement pour l'instant. Officiellement, à travers une communication officielle du gouvernement, nous n'en avons pas eu d'abord, parce que tout simplement, le gouvernement nous dit être, disons, à la recherche d'un certain nombre d'éléments, recueillir les éléments pour ainsi dire, avoir tous les éléments pour pouvoir communiquer. Et je pense que, en attendant, je pense qu'on a besoin d'entendre, parce que progressivement, il y aura des informations qui vont remonter, mais avec ce qu'on a ici, on a besoin d'entendre notre gouvernement de manière très officielle pour pouvoir, encore une fois, rassurer les uns et les autres. C'est ça aussi l'État. Le gouvernement, c'est le gouvernement qui peut rassurer les uns et les autres, appeler, comme ce fut le cas du Premier ministre à travers son poste sur Twitter, X, anciennement Twitter. C'est bien de rappeler les uns et les autres à les responsabilités, notamment les autorités morales du côté des Gérécorés. Ces gens-là peuvent jouer un rôle, parce que nous connaissons aussi au-delà de ce qui s'est passé au niveau du stade, la tension elle est vive au niveau de la ville des Gérécorés aussi. C'est là où se trouve l'inquiétude. Donc il faut qu'on ait l'implication de tout le monde à tous les niveaux pour qu'on puisse désamorcer le climat et permettre cette accalmie-là. Je crois que c'est science-là que nous allons pouvoir aller en profondeur, citer les responsabilités et voir dans la mesure du possible comment est-ce qu'il faut résoudre tout cela. Oui, comment il faut résoudre tout cela. Mohamed, le PM, hier nous avons quand même recueilli des témoignages de deux rescapés, des rescapés qui nous décrivent un peu la scène. Tout est parti, comme l'a rappelé Yaya, d'une contestation, de la contestation d'une décision arbitrale qui a viré à tout cela. Après, s'ajoute cette intervention. Est-ce que ces policières ou de forces de défense et de sécurité, en tout cas, il y a eu jet de gaz lacrymogène, ce qui a créé une panique totale et énorme dans le stade 3 avril de Nzérékoré. C'est regrettable une fois de plus de ce qu'on est en train de vivre, s'il faut le dire comme ça, ou ce qu'on a vécu hier du côté de Nzérékoré dans le stade régional de 3 avril. C'est déplorable, c'est regrettable qu'on se rende compte qu'il y avait cette possibilité de minimiser les dégâts ou bien de pouvoir gérer très bien sans qu'il n'y ait des blessés, à plus forte raison qu'on parle de cas de mort. C'est là, en préparant très bien comme on appelle l'événement, en tenant compte de la capacité d'accueil du stade, en tenant compte des portes de sortie, des issues de sécurité, comme on le dit le plus souvent, dans des endroits comme ça, on doit toujours veiller à cela avant qu'on commence même, avant le jour même d'organisation de l'événement.
Mais malheureusement, selon les images que nous avons visionnées avec attention, on se rend compte que vraiment il y a eu des défaillances sur toute la ligne, s'il faut le dire comme ça. Regardez, des gens escaladent le mur pour pouvoir se sauver. C'est ça aussi la survie. Quand ça arrive, on n'a pas de choix. On essaie de se trouver des chemins pour y sortir. On a l'impression qu'on est, en regardant ces images, en bien les observant, on a l'impression qu'on est dans un pays sahélien où il y a le vent qui souffle sur le désert et la poussière arrive à obstruer la visibilité, limite la visibilité des uns et des autres. On ne peut pas comprendre qu'on pouvait siffler le début de ce match dans un stade où pratiquement il n'y avait plus de place, ni où s'asseoir, ni presque où s'arrêter. Parce que l'explication de cela, c'est au niveau des personnes qui sont arrêtées et assises tout au long du mur, vraiment de ce stade de Zérékoré. Cela veut dire qu'il n'y avait pas de place assise pour les uns et les autres. Et que, comme Yael a dit, à cause de cela, peut-être on a dit on ferme la salle, et comme on appelle le stade, pour empêcher d'autres personnes à continuer à rentrer dans le stade. Malheureusement, c'était sans oublier qu'en cas de problème, comment pouvoir permettre à ceux qui sont dans le stade, permettre à ces derniers de sortir? Malheureusement, non. Le stade cadenassé pendant cette période, quand ça a commencé, qui a la clé? Cette personne était à quel niveau? À quel moment il a pu avoir la possibilité d'ouvrir ce portail afin de permettre aux certaines personnes de sortir? Et puis voilà, pendant cette sortie, il y a des centaines de personnes qui veulent sortir ensemble à un niveau où on ne seulement que permettre 10 personnes qui peuvent rentrer ensemble. Si ça se retrouve 50 ou 100 personnes qui ont envie de sortir, avec des enfants qui sont là, imaginez ce qui devrait vraiment, ce qui pouvait se produire. C'est regrettable ce qu'on a vécu là, parce que pour moi, on pouvait l'éviter. Nous sommes des croyants, on croit, on parle de destin, c'est que Dieu nous a réservé, ça va vous arriver, même si vous êtes chez vous, vous êtes où, ça va vous arriver. Mais pourvu que les uns et les autres arrivent à prendre les responsabilités qu'il faut par rapport à cet événement. Cet événement a été organisé préparé depuis très longtemps, le tournoi a commencé, on a vu, nous sommes au niveau de la finale. Et quand on parle de l'Abbé et de Zérékoré, ce ne sont pas des petites sous-préfectures. Ce sont des deux capitales de deux régions différentes, de la Moyenne Guinée et de la Haute Guinée. Donc on comprend que la population, la mobilisation sera intense. N'imaginez pas que ce sont seulement des supporters venus de l'Abbé qui seront là. N'oubliez pas, il y a une forte communauté de toutes les régions qui se retrouvent dans toutes les villes du pays, dans toutes les régions, surtout Zérékoré, qui est encore l'une des villes les plus peuplées dans notre pays. Donc, des mesures devraient être prises pour éviter qu'on se retrouve dans de telles situations. Est-ce qu'on avait besoin de cela? Est-ce que c'était juste de montrer des images, un stade plein, politiquement parlant après, pour pouvoir interpréter ce qu'on pourrait coller à cela? Je ne sais pas, mais vraiment, il y a eu des erreurs de la part des organisateurs. On n'a pas tenu compte de ce qui devrait être là. On n'a pas tenu compte de l'âge des uns et des autres. C'était ouvert, rentrez comme vous voulez. Et malheureusement, ce qui est arrivé, vraiment, arrive à désoler les uns et les autres. Il y a ce qui s'est passé au niveau du stade, mais aussi ce qui a suivi dans la ville de Zérékoré aussi, ce qui n'était pas aussi, vraiment ça ne fait pas plaisir, tant du côté de l'hôpital que dans certains bâtiments administratifs. Je pense que pour le moment, on va faire le maximum possible de ne pas se lancer à donner toutes les informations que nous avons en attendant que les autorités du pays arrivent à se prononcer officiellement. Parce qu'on a contacté beaucoup de personnes qui sont en mesure de pouvoir tenir comme on appelle, parler, mais malheureusement, on ne peut pas se prononcer tant que l'État n'arrive pas à donner toutes les informations liées à cela avant qu'on arrive à se prononcer. Donc c'est déplorable ce qui est arrivé du côté de Zérékoré et qu'on espère que les différentes responsabilités seront situées et que les responsables seront punis à la hauteur de leur forfaiture, ne tenant pas compte que c'est une association de jeunes d'un quartier de Momou à Zérékoré là-bas ou de Pien ou de je ne sais pas dans quel quartier qu'on va essayer de prendre comme responsable et qu'on va laisser des responsables qui sont venus de Conakry, qui étaient au courant de l'organisation de cet événement. Ouais. Il y avait des ministres dans le stade. Il y avait 2 ministres que nous connaissons qui étaient dans le stade, sans parler d'autres responsables replacés qui étaient là, donc qui étaient, comme on appelle, témoins de ce qui s'est passé dans ce stade. Donc on ne peut pas dire, quand
il y a une sécurité dans un stade, on peut comprendre. Et quand il n'y en a pas aussi, on peut s'en rendre compte et puis même arriver à arrêter quand il le faut. Mais si vous êtes resté dans le stade, vous êtes témoin de ce qui se passe. Aucune place assise. La rentrée ou les différentes rentrées pratiquement bouclées pour empêcher d'autres personnes de rentrer, sans oublier que cela pourrait créer des problèmes. Vous voyez des gens arrêtés tout au long des murs parce que les images parlent. Sans qu'on arrive à dire un mot là-dessus, cela veut dire qu'on est, je ne dirais pas qu'on est, on est acteur dedans, mais on est complice passif, si on peut me passer cette expression. Donc ce qui s'est passé du côté de Zérékoré, j'espère que l'accalmie, la sortie du Premier ministre par rapport à la population et que les autorités aussi, les ressortissants, parce que les ministres qui sont là-bas sont beaucoup plus originaires de la localité, donc possibilité de pouvoir mobiliser les gens, à appeler les uns et les autres à l'accalmie, pour ne pas que ça dégénère, parce que nous connaissons très bien Zérékoré, je ne dirais pas que c'est une poudrière, mais c'est une localité qui fait peur, connaissant tout ce qui s'est passé depuis 2013, ce qui s'est passé en 2000, et encore depuis en 2020 aussi. En 2020, bien sûr. Donc je pense qu'il est temps vraiment de chercher à situer les responsabilités, parce que trop de morts, c'est trop. Aujourd'hui, on ne peut pas compter par unité. On parle de dizaines, c'est-à-dire il faut compter 10, 20, 30. On parle même de centaines de morts par rapport aux correspondants de l'agence France Presse de ce côté. Donc il est temps de situer les responsabilités, parce que si on a appelé du côté de certains départements, de certaines situations, à d'autres de démissionner, je pense que c'est un autre moment de pouvoir vraiment remettre tout ça sur la table pour que les enquêtes puissent aboutir. Parce que si on est ministre, on ne peut pas, des enquêtes peuvent être limitées. Mais si vous démissionnez, le temps pour vous que les enquêtes aboutissent, après vous revenez, si on l'accepte, il n'y a pas de souci. Mais il est temps de situer les responsabilités, parce que ce sont des Guinéens qui ont perdu la vie, et certains ce sont des jeunes mineurs qui ne savent même pas ce qui se passait. Et aucun de ces responsables haut placés n'ont pu prendre des responsabilités afin de limiter les dégâts. Et puis voilà, ce qui devait arriver, malheureusement, arriva. Malheureusement, la Guinée en deuil ce matin. Nous nous réveillons avec beaucoup de tristesse. Vous l'avez compris dans cette émission avec ce premier sujet. Une pause derrière, nous recevons notre invitée. Elle va parler du sida avec nous. Journée internationale de la jeunesse et journée ville morte en République de Guinée et des questions pour la jeunesse guinéenne. Ah oui, coïncidence heureuse ou malheureuse, je suis déçu, je pense que les malheureuses, parce que c'est vrai que la jeunesse guinéenne aujourd'hui occupe en tout cas à peu près 65%, 70% de la population générale guinéenne, ce qui nous amène à dire effectivement, elle doit se remettre en cause dans son ensemble pour pouvoir comprendre les enjeux qui l'attendent. La jeunesse et le numérique pour le développement durable. Donc c'était vraiment important qu'à l'occasion de cette journée, que toute la jeunesse guinéenne aussi se mobilise, se retrouve sur des espaces, que cela soit des espaces numériques ou des espaces physiques, pour animer des conférences, pour tenir des sessions de formation, de renforcement de capacité, ou encore pour faire des panels, des échanges, permettant vraiment de mettre un focus sur la jeunesse guinéenne. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut se retrouver sur la table du dialogue? Aujourd'hui, est-ce qu'il faut éviter le pire pour notre pays qui est déjà économiquement affaissé? Et quand on parle de problèmes dans ce pays, il faut comprendre que nous avons deux types de régimes dont la Guinée a accepté de gérer la vie de la nation, c'est la démocratie. Et quand on parle de la démocratie, nous savons très bien il y a des tiroirs qui se trouvent dans cette thématique de démocratie. Et des éléments, des outils, des matériels qui caractérisent ce qu'on appelle la démocratie. Et quand on parle de démocratie, forcément, il y a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Cela ne veut pas dire que ce sont des ennemis.
Aujourd'hui, quels sont vos premiers mots à l'endroit des autorités, à l'endroit de ces victimes, à l'endroit de toutes ces personnes qui se sont battues pour au moins ce premier pas, puisqu'il y a d'autres pans de cette affaire que nous allons débattre tout à l'heure? Oui, message de réconfort, une joie immense qui anime l'ensemble des victimes. Merci de nous retrouver sur l'ensemble synchronisé de nos médias. Vous nous écoutez à la radio, c'est sur la 89.5. Vous nous regardez à la télé, c'est sur Kavi TV. Et sur l'ensemble synchronisé de nos médias, les différents bouquets, vous nous regardez sur Canal Plus et Star Times à la réalisation. Veuillez nous enlever ce qu'il y a juste en haut de l'écran, s'il vous plaît. On parle de toujours, on va aller avec ce complément d'information. Communiqué numéro 1 du gouvernement, incident au stade du 3 avril de Nzérékoré, point de situation le 1er décembre 2024 à 23h. Le gouvernement exprime sa profonde tristesse suite au tragique événement survenu ce dimanche 1er décembre 2024 au stade du 3 avril de Nzérékoré lors de la finale d'une compétition de football opposant l'équipe de l'Abbé et celle de Nzérékoré. Traditionnellement, le sport est une occasion de promouvoir l'unité nationale et la cohésion sociale. Cependant, les manifestations de mécontentement vis-à-vis des décisions arbitrales ont entraîné des jets de pierre de la part des supporters, provoquant des bousculades mortelles. Les services hospitaliers font état d'un premier bilan provisoire de 56 morts et de plusieurs blessés. Information à retrouver sur notre site d'information siaminfo.com. On poursuit cette émission et cette fois nous parlons de la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida qui a été célébrée ce dimanche, placée sous le thème « Prenons le bon chemin, ma santé ». Mon droit, elle permet de mettre en avant l'importance de garantir à toutes et à tous un accès équitable à la prévention, au dépistage et au traitement du VIH et le sida, bien que dangereux, n'est pas une fatalité. Et pour le comprendre, nous recevons ce matin comme invité Dame Kadietou Bodje Baldé, véritable survivante. Elle vit depuis plus de 10 ans avec le VIH, par ailleurs présidente du réseau guinéen des associations de personnes infectées et affectées. Dame Baldé, bonjour, bienvenue. Bonjour, comment allez-vous? Ça va, merci d'accepter notre invitation. C'est un plaisir pour moi. Que vous rappelle cette date chaque fois que vous célébrez le 1er décembre? Quel effet ça vous fait? Cette date, parfois, ça me rappelle des mauvais souvenirs, parfois des bons souvenirs. Parce que ça me rappelle des moments de tristesse et aussi des moments de joie avec les amis. C'est un ouf de soulagement parce que je partage des joies avec d'autres personnes qui vivent avec le VIH comme moi, qui sont en bonne santé aujourd'hui, qui n'est pas malade. Une personne qui vit avec le VIH est différente d'un malade du sida. C'est ce qui est la différence. C'est qu'il faut que les gens fassent cette différence. Un malade de sida, c'est quelqu'un qui a développé la maladie, qui est couché à la maison. Une personne qui vit avec le VIH est une personne saine comme les autres, parce que ça s'appuie sur le visage des personnes, sauf si tu fais le test de dépistage pour le connaître. Donc, j'invite tout le monde de venir faire le dépistage. D'ailleurs, je profite de cette plateau à inviter tout un chacun. On lance la quinzaine de sensibilisation aujourd'hui à la commune de Ratoma, à l'enceinte de la mairie. 12 jours dans les communes différentes. On commence par la commune de Ratoma, 4 jours de sensibilisation couplée au dépistage, volontairement, c'est gratuit, c'est confidentiel. Et on revient vers 36 dans le Grand Conakry. On fait là-bas 4 jours de sensibilisation couplée au dépistage aussi pour la population qui ne peut pas se déplacer pour aller dans les hôpitaux pour se faire dépister volontairement. Et de là-bas de 36, on vient encore à Anta, au marché de Anta. On fait les 4 jours encore pour sensibiliser nos mamans qui n'ont pas le temps d'aller se faire visiter à l'hôpital à temps. Et toute personne qui a envie de connaître son statut. Et quand la personne est dépistée positive, c'est pas la fin du monde. Aujourd'hui, le VIH ne tue plus. C'est 3 choses qui tuent aujourd'hui.
la stigmatisation et la discrimination des personnes qui vivent avec le VIH. J'appelle tout un chacun à accepter les personnes qui vivent avec le VIH parce que s'il est connu positif, il est sous traitement, il n'est plus un danger. C'est quand il ne connaît pas son statut qui est un danger pour la population. Une personne testée positive qui est sous traitement n'est pas un danger parce que quand il a une charge virale indétectable, il peut se marier avec un séronégatif, faire des enfants sans contaminer ni ses enfants, ni son conjoint ou conjointe. Donc, c'est là l'importance du dépistage précoce. Ni t'étais ça, c'est la personne qui va développer la maladie ou bien qui saccage la maladie dans la communauté. Donc, tout ça aussi, c'est issu de la stigmatisation. Parce que les gens ont peur de dire que je vis avec le VIH, par peur d'être stigmatisé, discriminé par la communauté. Et aujourd'hui, j'appelle tout le monde, hommes et femmes, enfants et adultes, dépistons-nous pour connaître notre statut. Être séropositif est mieux que d'être séro-ignorant. Quand tu es séro-ignorant, tu portes le virus, la personne va développer la maladie forcément et il va le transmettre forcément aussi. Que ce soit avec ses enfants, ses voisins, ses amis, parce que ça s'affiche sur le visage des personnes. Et il n'y a pas de symptômes particuliers pour le VIH. Bien. Dame Baldé, Oui. 10 ans, ce n'est pas 10 jours. Ce Dites-nous. n'est même pas 10 ans. C'est Non, non, plus de 10 ans, ce n'est pas... Non, je prends juste... 21 ans. Bien. Ah, d'accord. C'est pourquoi j'ai préféré dire Minimum. plus de 10 ans. Donc, on va prendre juste le quota 10 ans ou 20 ans. 21 ans, ce n'est pas 21 jours pour votre cas précis. Lorsque vous avez appris votre statut, quelle a été votre première réaction? Parce que là, vous nous parlez de stigmatisation. Comment vous... Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de femmes qui vous écoutent, plein de femmes qui veulent peut-être oser aller se dépister, s'assumer. Mais comment vous avez pu surmonter ces épreuves? 21 longues années, vous êtes resté ferme. Vous avez accepté votre statut. Oui, vous vous êtes dit, c'est possible de vivre, pas de survivre, hein, de vivre. C'est parce que d'abord j'ai eu le soutien de ma maman. Ma première réaction d'abord c'était, pour moi c'était fini. Parce que j'ai été victime de mariage précoce de 13 ans, 6 mois. En ce moment, à l'époque on ne parlait pas du dépistage, on ne parlait même pas du VIH. Et mon mari revenait de la Côte d'Ivoire. Nous tous, nous connaissons ceux qui reviennent de la Côte d'Ivoire. J'ai vécu des moments difficiles. J'ai même perdu mon premier mari à cause de ça, père de mes enfants. Parce que pour lui, il ne doit pas... On a fait 2 enfants, je ne l'ai pas contaminé. Je n'ai pas contaminé mes enfants. Mais pour lui, comme je suis en train de lutter pour aider les sans-voix, ceux qui n'osent pas dire que j'ai le VIH, aujourd'hui, c'est pourquoi je couvre toute la Guinée. Je me suis engagé à accompagner ceux qui ne peuvent pas dire que je vis avec le VIH. Pour leur montrer vivre avec le VIH, ce n'est pas une fatalité. Tu peux vivre avec et être utile à la société, être utile pour tout le monde. J'ai été à la Mecque, j'ai fait tous les rituels que lisent les piliers de l'islam. Vous avez dit que vous avez été à la Mecque? J'ai été à la Mecque l'année dernière. Dieu merci, je ne suis pas tombé malade là-bas. Même un petit palu, je n'ai pas fait là-bas. Grâce à Dieu. Il faut avoir foi en Dieu. On n'achète pas la maladie. Quand la maladie vient vers toi, accepte. Et fais ce que Dieu te demande. Le reste, laisse dans les mains de Dieu. Donc on peut dire que c'est votre statut qui a occasionné, qui a anticipé le divorce entre vous et votre mari. Oui. Parce qu'il ne voulait pas que vous puissiez... Je partage mon statut et que je milite dans la lutte contre le VIH. À visage découvert. Oui. Et la honte, il ne voulait même pas que je prononce le mot du VIH. Et on s'est rencontrés dans la vie associative aussi. Il était un faux positif, peut-être, je ne sais pas. C'est à travers aussi mes expériences qu'on a découvert cet info positif.
Donc, je ne veux pas revenir sur ces mauvais souvenirs. Alors, vous On dites va avancer pour la journée d'aujourd'hui. Je préfère ça pour ne pas pour gâcher votre journée. Voilà. De mauvais souvenirs. Voilà. Oui, allez-y. Eh bien, vous dites être aujourd'hui implanté un peu partout à travers le territoire national. Est-ce que vous pouvez nous dire le taux de prévalence de ce virus, le VIH, aujourd'hui à travers la Guinée? Bon, les derniers spectrums disent que la Guinée a 1,5 de prévalence Oui. en Guinée. Mais vous savez, le VIH, là, c'est l'ignorance, surtout qui joue sur les gens. Il n'y a pas d'information. Je profite de cette plateau pour vous appeler, vous les médias, à nous accompagner, à vraiment faire passer les messages, pour dire que vraiment le VIH n'est pas un tabou. Ce n'est pas seulement par la voie sexuelle qu'on peut l'attraper. Beaucoup de personnes l'ont attrapé dans leur foyer, certains à travers leurs amis, certains dans les salons, certains dans le côté social. Ce n'est pas seulement par la voie sexuelle. Regardez un enfant qui est né avec le VIH. Est-ce que l'enfant là s'est prostitué pour avoir? Nous, on travaille avec les professionnels de sexe, les homosexuels. Mais ceux-ci sont mieux informés quand on fait le dépistage. Parfois, dans la communauté, on retrouve plus de positifs dans la communauté que dans les bars et dans les motels. Parce que, Allez-y. ce qui veut dire que c'est l'ignorance. Parce que pour la communauté, quand tu parles du VIH, c'est juste directement lié au sexe. Et ce n'est pas ça. Il faut que les gens enlèvent ça dans leur mentalité. Beaucoup de femmes sont victimes de ça parce que on risque de féminiser le VIH parce que c'est les femmes qui acceptent d'aller se faire dépister à l'hôpital. C'est parce que c'est avec les femmes qu'on dépiste lors de la CPN. Consultation prénatale. Voilà. Donc, je m'excuse, je suis avec des hommes seulement, mais les hommes sont réticents. Nous savons, nous sommes sur le terrain, nuit et jour, pas seulement le mois de décembre. Mais les hommes sont réticents sur le dépistage. D'accord. Mais il y a quelque chose aujourd'hui qui est en train d'aider des personnes qui vivent avec le VIH. Ce sont des associations. Aujourd'hui, il y a plusieurs associations de personnes qui vivent avec le VIH. Je peux parler de FEG, je peux parler de Vie+, il y en a d'autres. Quelle est l'importance de ces associations pour les personnes qui vivent avec le VIH? Les associations ont des importances capitales. Ça, les associations, c'est une deuxième famille. Je peux dire même la première famille d'une personne qui vit avec le VIH. Parce que sans les associations, la personne ne peut pas partager ses douleurs, ses problèmes, ses préoccupations. Parce que, tel que moi, je peux partager mes expériences avec de nouvelles personnes qui sont venues, les aider à surmonter les problèmes. Mais si tu n'es pas dans la vie associative, tu ne peux pas bénéficier de cela. Et aujourd'hui, le Regard Plus, dont je suis la présidente, compte 43 associations sur l'étendue du territoire national jusqu'à Zérekoré, Labé, Koundara. Je reviens d'une mission de supervision à l'intérieur du pays, dans la région de Boki. Nous sommes implantés un peu partout. Ces associations sont réunies pour la réinsertion sociale, l'appui psychosocial, parce que le traitement du VIH, c'est deux volets. Le volet psychosocial qui est très important pour aider la personne à accepter son statut et vivre positivement, et le volet médical qui est les médicaments. Mais même si la personne prend les médicaments, si psychologiquement il n'est pas libre, il ne peut pas survivre. Justement, quel rôle jouez-vous à ce niveau-là, au niveau de la psychologie sociale? La psychologie, on soutient la personne. Psychologiquement, on lui fait comprendre que le VIH ne tue plus. On le fait comprendre qu'il n'est pas seul à avoir le VIH. On le fait comprendre qu'il peut vivre avec le VIH tant que Dieu le veut, s'il accepte de prendre ses médicaments et suivre les conseils. C'est le rôle. Et défendre aussi leurs droits. Si par exemple on arrive, Dieu merci, je remercie le gouvernement actuel qui a promulgué, le président qui a promulgué la loi protégeant les personnes qui vivent avec le VIH. Sinon moi j'ai recevé chaque fois des personnes qui sont rejetées non seulement par leur famille ou bien dans leur structure de travail parce qu'ils ont le VIH. Et aujourd'hui c'est condamnable. Ça c'est un offre de soulagement. Et aussi, les associations jouent des rôles très importants, tels que les activités que nous sommes en train de mener dans la communauté, rechercher des personnes qui sont
dans la communauté qui se disent qu'ils sont saines, ils n'ont pas le VIH, on arrive à les dépister à temps, on les met sous traitement, on les accompagne jusqu'à ce qu'ils acceptent leur statut. Ça, c'est un rôle capital. La lutte contre le VIH ne peut pas se faire sans les associations des personnes vivant avec le VIH. Il y a un truc aujourd'hui qui existe également, c'est d'abord dans la vie associative et des personnes qui vivent avec le VIH. Et certains se demandent, est-ce que cela est possible? C'est-à-dire deux personnes qui vivent avec le VIH, qui se marient, qui donnent des enfants et que ces enfants n'ont pas le VIH. Est-ce que cela est vrai? Est-ce que cela est possible? Expliquez-nous un peu. C'est bien sûr possible. Actuellement, on a beaucoup de couples qui sont des couples séropositifs, les deux. C'est-à-dire l'homme a le VIH, la femme a le VIH. Oui. Il y en a plein dans les associations, ils font des enfants qui sont séronégatifs. C'est-à-dire les enfants n'ont pas le VIH. N'ont pas le VIH. Et une femme qui est enceinte, même si elle a le VIH, elle prend son traitement correctement. Surtout avec les nouvelles molécules qui est arrivée, en 3 mois, qui éliminent complètement la charge virale. La charge virale, c'est le nombre de virus qui existent dans le sang. Et la personne, quand elle supprime cette charge virale, ce qui veut dire qu'elle ne transmet plus le VIH. C'est ce qui fait qu'un séronégatif peut épouser une séropositive et faire des enfants séronégatifs. C'est la même manière, les deux séropositifs peuvent faire des enfants qui sont séronégatifs. Mais en suivant le traitement et suivant les conseils des médecins, en acceptant son statut. Parce que psychologiquement, si tu n'es pas stressé, la charge virale va devenir indétectable. À cause des stress, la personne peut avoir une charge virale détectable. On se rend compte aujourd'hui, au-delà de ça, je sais que moi, vous avez tellement de trucs à dire cela, mais qu'il y a des possibilités, des gens qui ont le VIH, qui viennent dans les associations, et se marient, on trouve des maris dans les associations. Oui. Vous essayez de faire des mariages et vous avez célébré plusieurs mariages des personnes qui vivent avec le mari. Plusieurs. Expliquez-nous un peu comment ça se fait. Et on continue à le faire parce qu'il y a certains, par peur de la stigmatisation, on préfère se marier entre nous, à l'interne, que de partir se marier ailleurs et après on découvre. Et ça, c'est déjà un crime. Si tu te maries avec une personne qui n'est pas séropositive et que la personne, tu ne l'informes pas, c'est un crime, ça c'est condamnable. On informe ça aux membres des associations. À l'interne, il y a des hommes qui ont besoin de femmes séropositives parce qu'ils ne veulent pas être stigmatisés, ils ne veulent pas contaminer. Et il y a des femmes aussi qui veulent se marier, mais ils ne veulent pas contaminer les personnes qui ne sont pas contaminées parce qu'eux, ils sont éduqués par les associations, ils ont eu beaucoup d'informations là-dessus. Donc, ils ne vont plus contaminer. Donc, ils préfèrent faire les mariages là entre. Et là, on le fait, même tout le temps. On a ces projets de mariage dans les lieux de prise en charge, dans les associations, au sein des réseaux. On le fait. Alors, dites-nous, au-delà de cette loi qui a été promulguée par le chef de l'État, rendant gratuit tout ce qui est pris en charge dans le cadre de ce qui sont infectés par le VIH, pour ainsi dire. Alors, dites-nous, quel est le niveau d'implication de l'État à travers ces structures qui agissent dans ce sens-là? Quel est leur niveau d'implication à votre niveau, pouvant vous épauler pour que vous puissiez toucher au maximum des Guinéens dans vos démarches? C'est ça nos cris de cœur tous les jours. Nous, malheureusement, on n'est pas soutenus par l'État, mais on est soutenus par les partenaires techniques et financiers. À travers l'État, on est un peu accompagné par le CNLS, mais ce n'est pas suffisant pour nous. Les actions que nous sommes en train de mener devaient être reconnues par l'État et nos activités soient reconnues aussi dans l'ancrage des activités de l'État. Par exemple, les actions communautaires que nous menons ne sont répertoriées nulle part au sein de l'État, ni au ministère de la Santé, ni à la primature. Et nous faisons beaucoup d'efforts sur le terrain. Donc, c'est un peu ça, c'est un cri de cœur que je lance. Je profite de ce plateau. S'ils nous suivent, vraiment,
qu'il pense aux acteurs communautaires, les associations que nous sommes, qu'ils chassent. Même hier, dans mon discours, j'en avais parlé, j'en avais fait sortir. Parce que nous connaissons les problèmes internes que nous subissons. C'est à nous de régler nos problèmes de nous-mêmes. Il y a toujours un slogan que je dis, tout ce que tu fais pour moi, sans moi, c'est contre moi. Donc s'ils mènent des actions pour nous, il y a le comité qui est présidé par le Premier ministre, le CNLS, et il y a son secrétariat exécutif. Mais à l'enceinte, est-ce qu'il y a un PVVIH qui intervient là-bas, qui parle au nom? C'est vrai qu'on nous implique, mais on veut être parmi les décideurs aussi. C'est ce qui nous concerne. D'accord. Avec les médicaments, aujourd'hui, on est à quel niveau par rapport aux médicaments? Est-ce qu'il y a eu évolution par rapport à... Il y a eu une révolution ou un changement par rapport à ce qui se passait il y a 1 ou 2 ans? Il y a eu beaucoup de progrès. Il y a de nouvelles molécules qui sont venues qui suppriment la charge virale très rapidement. Et aujourd'hui, il faut le reconnaître, c'est pas comme j'ai crié avant pour dire qu'il y a rupture, il y a rupture. Aujourd'hui, vraiment, je félicite le ministère de la Santé et le gouvernement par rapport à la disponibilité des ARV. Et ça à Conakry ou à l'intérieur? Même à la dernière kilomètre de la Guinée actuellement. Ça, je réaffirme. Sinon, vous savez, oui. Je suis la vous avez personne la bouche qui... quand même par rapport à cela. Je dis tant que le patient n'a pas le comprimé dans sa main, pour moi, c'est rupture. Donc, le patient n'a pas besoin de savoir quel est le circuit pour avoir le médicament. Lui, c'est son médicament. Et ça, c'est ça mon problème. C'est ça mon combat. Et aujourd'hui, je suis arrivé, et Dieu merci, cela est résolu. Mais il y a un problème qui est là. Lequel? Pour les personnes qui ne connaissent pas leur statut. Ça, c'est un. Pour les patients qui avalent les médicaments, il faut qu'on évalue pour savoir est-ce que les médicaments là apportent une solution ou bien ça crée des problèmes. Il faut faire les examens. Et c'est les examens là qui ne sont pas disponibles. Et ça aussi, je vais lancer un appel. Parce que c'est le Fonds mondial qui est le seul bailleur qui accompagne pour l'achat des ARV et les intrants. L'État fait des efforts, mais ils n'ont qu'à encore augmenter et redoubler. Des intrants de dépistage, si c'est la rate, les premiers 95% de la population connaissent leur statut, on ne peut pas l'avoir. Et si on ne l'a pas, on ne peut pas avoir le deuxième ni le troisième. Donc, ce que je sollicite, à ce que les intrants de dépistage et les examens biologiques soient disponibles pour les personnes vivant avec le VIH et pour la communauté pour connaître leur statut. Bien. Oui, vas-y. Alors, en Guinée, on nous apprend que le taux le plus élevé de prévalence se retrouverait à Boké. Vous pouvez me rectifier si ce n'est pas le cas. Alors, dites-nous quelles seraient les causes de ces taux un peu élevés par rapport aux autres régions et qu'est-ce que vous faites pour pouvoir baisser la courbe? Bon, c'est bien vrai, c'est Boké qui bat le record, mais vous n'êtes pas sans savoir, c'est un zone minier par excellence. Il y a tellement de sociétés minières qui se trouvent là-bas. Chacun va là-bas à la recherche du quotidien. Donc c'est l'une des facteurs. D'autres facteurs aussi, c'est une zone qui est frontalier à beaucoup de personnes parce que cette fois-ci, on a sillonné la région de Boké entier jusqu'au dernier sous-préfecture de Boké. On a évalué jusqu'à Saraboïdo, Sambaïlo, Koukoudé, on a été partout pour évaluer. Donc, nous, en tant qu'acteurs communautaires, notre action, c'est de faire le plaidoyer et pour disponibiliser les intrants de dépistage et accompagner à faire le dépistage. Quand il y a la personne est séropositive, on le met sous traitement. C'est ça ce que nous pouvons parce que les moyens sont limités chez nous.
La campagne de sensibilisation, la 15 ans dont vous parlez, c'est à Conakry. Habituellement, ça se faisait aussi à l'intérieur du pays. Donc, Koukoudé, les Kamsar, Boké, Fria, Fourikaria. Cette année, vous ne sortez pas, vous vous contentez de Conakry, alors que d'autres préfectures vous attendent depuis toujours pour des sensibilisations annuelles. Oui, c'était notre volonté de couvrir toute la Guinée pour faire la sensibilisation couplée au dépistage. On avait ce projet d'aller à Boké faire la sensibilisation et dépister. Mais fort malheureusement, comme les moyens ne sont pas là, et nous n'avons pas eu on avait le projet, mais on n'a pas eu de financement qui peut nous permettre de nous déplacer. On a des associations qui sont là-bas, mais il faut que la coordination quitte Conakry avec les kits pour pouvoir aller cadrer et superviser le travail. Donc on n'a pas pu avoir le financement pour y aller. C'est ce qui nous a empêchés d'aller à l'intérieur cette fois-ci. À l'image de la République démocratique du Congo, la Guinée aussi a des points de distribution des médicaments. C'est-à-dire, on déplace la pharmacie qui vient auprès des malades dans la communauté. Ça existe dans certaines localités à Conakry, dans le Grand Conakry. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces PODI? Oui, ça existe grâce à l'appui de Médecins sans frontières que je remercie aujourd'hui. Ils accompagnent l'État à faire beaucoup de choses pour la population guinéenne. C'est eux qui ont donné l'expérience de faire les points de distribution qui est géré par les personnes pairs, des personnes vivant avec le VIH qui distribuent les médicaments à ces pairs. Donc là-bas, il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de stigmatisation. Et là, les patients se sentent à l'aise, ils ne perdent pas du temps. Et ça, c'est un offre de soulagement vraiment pour le Rega Plus, qui est le réseau mère. Et ce sont ces associations membres qui sont en train de faire ce travail. Le Fonds mondial veut accompagner la Guinée à élargir dans les régions, telles que c'est promis de construire un Azérekoré bientôt. On est sur les démarches. On espère avoir dans toute l'étendue du territoire national pour vraiment un peu diminuer la stigmatisation, pour ne pas dire éliminer. Bien, moi ma question, c'est le message aujourd'hui que vous lancez à toutes ces personnes séropositives. Parce que j'ai l'impression qu'en Guinée, qu'on ne parle de VIH-Sida qu'au mois de décembre. Après les autres mois, vous êtes laissés pour compte. Est-ce que vous faites le même constat que moi? Bon, certainement, c'est le gouvernement ou vous, les médias, qui ne parlez pas du VIH parce que vous ne vous avez pas accompagné. Je vais vous C'est ce que nous faisons quand même aujourd'hui. Aujourd'hui, pas le mois de décembre seulement. C'est vrai. Vous devez faire une émission parfois, même si c'est dans la semaine, même si c'est une émission de 30 minutes, consacrée au VIH. Moi, ma mère des témoins ici, vous m'appelez même à 0h, je suis disponible pour venir intervenir. Donc, vous les médias, après décembre, même pour nous inviter, vous disparaissez dans... Vous ne parlez plus du VIH et vous êtes les mieux écoutés. Même le gouvernement, c'est vous qui l'écoute. Si vous faites passer un message, les gens vont vous écouter. Et c'est à vous de nous accompagner à faire passer les messages, même au-delà du mois de décembre. Nous, même au-delà du mois de décembre, nous sommes dans les marchés. Parce que nos mamans n'ont pas le temps d'aller se faire consulter si elles ne sont pas malades. Et nous partons dans les marchés, à côté de leurs marchandises, on les sensibilise là-bas, on les dépiste. Si elles sont positives, on les met sous traitement, on les accompagne. C'est ce qu'on peut faire. Nous, on le fait tout au long de l'année. Ce n'est pas seulement au mois de décembre. Mais les bruits autour, c'est le mois de décembre que les médias s'attellent et le gouvernement. Et on veut que ça soit un quotidien pour que la stigmatisation diminue sur le VIH. Maintenant, votre appel à l'endroit de toutes les personnes, des autorités, des partenaires en général. Tout d'abord, c'est que je remercie l'État qui nous permet de nous prononcer dans les médias. Et malgré qu'il y a... Ça vous fait rire. Ça me fait rire un peu, oui. Je remercie vous, les médias, qui nous permettez au moins au mois de décembre de nous exprimer, à faire passer les messages. Je remercie les téléspectateurs, parce que si tu entends médias, c'est les téléspectateurs et ceux qui nous écoutent pour entendre les messages. J'appelle tout un chacun
à venir faire son dépistage à temps. Si la personne est séropositive, et se mettre sous traitement. Et d'accompagner les personnes qui vivent avec le VIH, de ne pas les stigmatiser ni les discriminer. Et accompagner les associations à œuvrer dans la lutte contre le VIH. Ensemble, donnons-nous la main pour éradiquer le VIH-Sida en Guinée et dans le monde. Vous parlez de dépistage de cette quinzaine-là. Est-ce que c'est le dépistage, il faut payer de l'argent pour le dépistage? Est-ce que si on fait le dépistage sur place, est-ce qu'on peut avoir le résultat? C'est-à-dire, j'ai fait le dépistage, est-ce que j'ai le VIH dans mon sang? Est-ce que je n'ai pas le VIH? Est-ce que je dois attendre une semaine, un mois? Comment ça va se passer? Payer et la durée pour avoir le résultat? Sur le VIH, Oui. du Le dépistage au traitement, même 0 francs, ne paye pas. 0 francs. Si le patient, si tu veux, tu dis merci. Si tu ne veux pas, tu ne dis même pas merci. Et le résultat, c'est dans 15 minutes. C'est confidentiel. Même si tu viens avec ta propre maman, si tu n'autorises pas d'informer, on n'informe personne. Mais on te dira l'importance de partager ton statut. Parce que un jour, on ne sait jamais. Au cas où tu n'arrives pas à pouvoir parler et que personne ne connaissait pas ton statut, ça va faire autre chose. Donc c'est pourquoi on conseille de trouver un confident au cas où, en cas de problème, et cette personne ait la connaissance de ce que tu souffres. Et quand tu partages, tel que moi aujourd'hui, que tu m'aimes ou pas, je sais que je vis avec, tu ne peux pas enlever, une autre ne peut pas enlever, c'est Dieu qui a mis, c'est le seul qui peut enlever. Et je crois en Dieu, je sais que je ne l'ai pas cherché. Et si je l'ai, je vais accompagner ceux qui en souffrent pour en sortir. Moi je porte la voix de sans voix. Donc côté du VIH, rien, on ne paye absolument rien. Le résultat c'est dans 15 minutes et c'est confidentiel. Ma dernière question à moi, si quelqu'un veut connaître son statut demain, où il peut le faire et gratuitement, il a le résultat en 15 minutes après, où il peut faire le dépistage pour connaître son statut? Demain, nous sommes dans le marché de Taouya pendant 4 jours. Nous serons à Taouya. De Taouya, on viendra à 36 km 36, on fera là-bas 4 jours. De 36, on viendra à Anta, faire là-bas aussi 4 jours. C'est ce qu'on appelle la quinzaine de sensibilisation couplée au dépistage. Tout dans le marché de Taouya, Anta, 36. Voilà, c'est les 3 qu'on a ciblés cette fois-ci. Ça, ce sera le long du mois de décembre ou pour la quinzaine, jusqu'au 15 décembre. Jusqu'au 15. Oui. Après le 15, il n'y a pas d'autres activités. Si, les activités continuent, mais dire qu'on va sortir dans le marché et faire le bruit comme la quinzaine, après les 15 jours, on peut continuer, on peut orienter vers le centre de santé. Et au cas où on reçoit aussi d'autres qui veulent, par exemple, vous ici, vous voulez vous faire dépister votre équipe, on peut venir en équipe, on fait la sensibilisation, on dépiste. Toujours de façon gratuite? De façon gratuite. D'accord. Oui. Donc, que ce soit pendant cette quinzaine ou pas, oui, le dépistage est gratuit et les résultats? C'est à 15 minutes. 15 minutes. Donc, je pense que le message est déjà passé. Nous recevons ce matin, vous l'avez compris, j'ajoute Radia Kadietou Bodje Baldé, elle est présidente du réseau guinéen des associations de personnes infectées et affectées, REGAP+. Elle est notre invitée de ce matin. Il y a une dernière question avant de laisser l'invité. Moi, la question sur laquelle j'aimerais revenir, c'est sur le rapport entre votre association et le CNRS, dont le Premier ministre enfin préside là, parce que vous avez insisté là-dessus. Est-ce que ça va? Comment sont vos relations et quelles devraient être naturellement les relations ou les rapports entre vous? Entre nous et le secrétariat exécutif du CNLS, tout passe pour le moment à merveille. Parce que le secrétaire exécutif, quand même, il nous soutient. Il nous soutient. La partition du Premier ministre. La partition du Premier ministre, ça, on n'est pas en direct avec le Premier ministre. D'accord. On est avec le secrétaire exécutif. Et lui, partout, on fait les activités si on l'invite. Je ne vais pas l'accuser, il est disponible pour nous.
N'importe quel moment on l'appelle pour une situation donnée, il est sur pied, il est à côté de nous. Donc, et il ne faut pas dire parce que j'ai dit que nous devons être parmi les décideurs, que je vais accuser ceux qui sont là-bas. Il est disponible pour nous, il est prêt à nous accompagner toutes nos activités. Donc, si les missions aussi, il nous implique. Mais au niveau des décisions, ce qui concerne le VIH, on veut qu'une personne qui porte parce que c'est lui qui avale les médicaments, connaît le problème de ceux qui avalent. Mais celui qui n'avale pas, quelque part Mohamed, il ne connaît pas la souffrance d'une personne qui avale les ARV. Parce que les effets secondaires, il ne peut pas les ressentir. C'est ce que je voulais ajouter. Je reviens également moi aussi pour ma dernière question sur ce pan qui attire l'attention d'un auditeur qui me laisse le message, je ne peux pas le lire en entier, qui dit, est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous êtes toujours en couple? Il y a des enfants. Il y a des enfants qui sont séronégatifs, mais tous mes enfants sont séronégatifs. D'accord. Oui. Et je suis en couple. Bien. Donc, je pense que l'auditeur ou le téléspectateur la porte est fermée, il faut lire ça. a déjà sa réponse, en tout cas. Et merci, Radia, merci d'être passé dans cette émission. Radia Kadietou Bodje Baldé, présidente du réseau guinéen des associations de personnes infectées et affectées. Merci d'être passé dans le scanner. Merci à vous aussi. Je vous invite tous à notre lancement d'aujourd'hui pour la 15e de sensibilisation. Merci. Je vous remercie. Merci bien. Une pause. Derrière, nous parlons politique avec la Constitution, l'avant-projet de nouvelle Constitution et cette réclamation, si on peut l'appeler, ou sollicitation du côté de Koya. C'est tout à l'heure. Aujourd'hui, quels sont vos premiers mots à l'endroit des autorités, à l'endroit de ces victimes, à l'endroit de toutes ces personnes qui se sont battues pour au moins ce premier pas, puisqu'il y a d'autres pans de cette affaire que nous allons débattre tout à l'heure. Oui, message de réconfort, une joie immense qui anime l'ensemble des victimes depuis l'annonce de cette décision du président, le général Mamadi Doumbouya. Tout ce qu'on a à lui dire, c'est merci, parce qu'il n'est pas l'auteur de ce qui s'est passé. Dernière sortie parlait du président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, qui pour vous est aujourd'hui très mal entouré ou tout au plus très mal conseillé. Oui, c'est vrai. Vous savez très bien, aujourd'hui, nous sommes en période de transition. Ça, on n'a plus besoin de rappeler. C'est extrêmement important. Et pendant cette période de transition, il y a eu quand même des actes qui ont été posés aujourd'hui de notables, de salutaires. Mais d'un autre côté également, il y a eu quand même quelques bavures dues à, si vous voulez, dues à le fait d'être humain. Parce qu'on sait que tout ce qui est humain, en quelque sorte, a quelques imperfections qu'il faudrait quand même améliorer avec le temps. Et moi, ce qu'il y a lieu de dire, c'était à l'occasion du retour, bien entendu, du président de la République de la Chine. Vous avez vu, on a constaté qu'il y a quand même un accueil chaleureux qui a été réservé au président de la République. Moi, je pense que cet accueil-là, déjà, en soi, n'est pas mauvais. Aujourd'hui, ce qu'on a voulu pour notre pays, c'est quoi? C'est permettre à la Guinée de pouvoir quand même bénéficier de quelque chose, pas seulement de l'intérieur, mais aussi de l'étranger. Vous êtes en compagnie du scanner chaque matin, du lundi au vendredi quand il est 9h jusqu'à 10h30 heure de Conakry. Merci de votre fidélité. Si c'est maintenant vous nous rejoignez dans cette émission de débat constructif, on parle de politique à présent, vulgarisation de l'avant-projet de nouvelle constitution pendant que le président du CNT, Dr Dansa Kourouma, boucle sa tournée. Une proposition, pas des moindres, est faite à Koya. Les populations des 3 collectivités expriment leur volonté d'augmenter la durée du mandat présidentiel
présidentielle de 2 ans, c'est-à-dire de 5 à 7 ans. Une sollicitation qui relance le débat sur les dispositions du mandat présidentiel contenu dans l'avant-projet de nouvelle constitution. Mais que dit l'avant-projet de nouvelle constitution sur la question du mandat présidentiel? La sollicitation faite à Koya sera-t-elle prise en compte? Yaya Diallo, on pose ces différentes questions ce matin. Oui, je te vois que ça te fait rire. Parce que je pense que la question a été posée plusieurs fois. Bah, on attend de voir ce qui va se passer, mais en attendant, je pense que la population de Koya est dans son rôle, dans son droit, pour ainsi dire, d'exprimer disons, sa vision ou sa contribution dans le cadre de cet avant-projet de la nouvelle constitution. Mais je vois mal l'OCNT aussi revenir sur un quinquennat. Je pense que c'est un septennat, j'allais dire. C'est un septennat. C'est vrai qu'on avait commencé, on sont passés par là. Soit Lansana Conté, il y avait un septennat ici, c'est de là-bas qu'ils nous sont passés par le quinquennat pour dire qu'il faut le réduire. C'est trop, 7 ans. Si on ne sait pas, parce que quelquefois le peuple s'est prononcé, c'est l'argument, hein. Sont les arguments qu'on avait pu mettre en place, des arguments politiques pour sous-tendre que le septennat n'est plus possible parce que tout simplement, quelquefois, on peut se tromper sur une personnalité et qu'on s'en rend compte effectivement qu'il n'avait pas tous les éléments ou tout le background pour pouvoir gouverner. Donc il fallait réduire à 5 ans. On pense que 5 ans, c'est raisonnable. Quand tu n'es pas à la hauteur, on ne peut pas renouveler sa confiance. Donc, c'est en cela qu'on avait accepté de dire attention, 5 ans c'est bon. Et c'est le cas aussi en France aussi. Donc, vous savez, c'est une suite logique, c'est une évolution de la situation. C'est une évolution démocratique, certains vous le diront, d'autres aussi vous diront. Et c'est le cas aussi du Gabon où ils sont revenus sur le septennat. Donc, voyez-vous ce qui se passe. Il y a d'autres qui pensent que c'est bon, 14 ans, c'est largement suffisant pour pouvoir dérouler un programme de société, en tout cas si on a une vision. Voilà, d'autres pensent que 5 ans c'est trop, enfin 7 ans c'est trop, 5 ans c'est bon, et les États-Unis nous disent que 4 ans c'est bon. Donc c'est la démocratie, c'est une expression démocratique et maintenant il appartient aux uns et aux autres et à l'opinion aussi publique de trouver ce qui va mieux ou ce qui peut aller mieux pour les Guinéens. Et je pense que unanimement déjà, même avec les anciennes constitutions, excepté de celle du professeur Alpha Condé de 2020, là-bas c'était 6 ans. Hein. Là-bas c'était 6 ans. Donc voyez-vous comment ça peut se passer. Chacun avec sa vision. Mais je pense que le mandat, la durée du mandat la mieux partagée en Guinée ici, c'est 5 ans. Mais est-ce que tu penses qu'un septennat peut-être serait une des innovations de cette nouvelle constitution? Parce qu'après tout, moi, j'ai quand même écouté assez d'arguments de responsables politiques qui disent souvent, écoutez, les gars, il faut se dire la vérité, un président qui vient pour 3 ans, il vient pour 5 ans, il va faire 3 ans avant de poser de véritables jalons et avant qu'il ne commence à comment je peux dire ça, à amorcer un véritable développement pour le pays, il doit préparer les élections. Et c'est plutôt encore plus coûteux parce que chaque 4 ans, il faut payer de l'argent. Il faut sortir du budget, le budget pour préparer les élections et ce sera carrément des zones de turbulence en Afrique et autres. Est-ce qu'il ne serait pas nécessaire peut-être d'aller... Alpha, il était à 6 ans, peut-être pas 7 ans, mais peut-être 6 ans, 5 ans de mandat, 1 année pour les élections. C'est juste une proposition. Après, il y en a, quand on parle de 7 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, ces arguments aussi ne vont pas peser dans la balance du CNT puisque vous n'y croyez même pas. Vous ne pensez même pas que le CNT prendra tout ça en compte? Bah oui, je pense que l'institution, le CNT certainement ne prendra pas certainement en compte parce que tout simplement, la majeure partie, je le dis parce que je connais naturellement la position des uns et des autres. Nous avons le docteur Dansa qui est le président du Conseil national de la transition. Nous avons certains constitutionnalistes aussi qui ont participé à la rédaction de l'ancienne constitution, celle de 2010, donc qui sont tous favorables pour les 5 ans. C'est vrai que c'est leur avis à eux. On verra bien au niveau de la majorité, parce que c'est de là qu'il s'agit. Qu'est-ce qui va se passer? Mais je pense que de tout
de tout ce qu'on a pu voir à travers les différentes rencontres que la délégation du CNT, en tout cas conduite par son président, a pu effectuer à travers le pays, nous sommes rendus compte que c'est à Koya seulement que cette question a été soulevée. Et c'est bien, ça c'est la démocratie, ça c'est la respiration démocratique, c'est leur choix à eux. Maintenant, est-ce qu'on va prendre compte de cela? Moi, je n'en crois pas, parce que tout simplement, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, les 5 ans, c'est ce qui résonne dans la tête des uns et des autres. On verra bien. Mais moi, je suis de ceux qui pensent que c'est une préférence démocratique. Certains vous diront, plus loin, pourquoi pas 10 ans non renouvelables. Voyez-vous, ça c'est pour éviter tout ce que vous êtes en train de dire ici, des contestations électoralistes, des élections en élection, c'est ce que nous avons connu ici, 10 ans sous Alpha. On n'a pas eu des agendas électoraux qui ont été respectés, et finalement, des contestations en contestation, nous sommes passés tout notre temps dans des contestations absolument inutiles, parce que voilà là où nous sommes aujourd'hui. Donc c'est pour autant dire qu'on peut prévenir tout cela et surtout mettre en place des règles absolument transparentes pouvant permettre la tenue des élections libres et transparentes aussi. Parce que pourquoi on conteste? C'est parce que quelque part c'est très mal organisé. Donc il faut prendre soin de tout cela pour qu'on ait des élections qui sont complètement, défaites de tout ce qui est irrégularité, puisque c'est à partir de ces irrégularités qu'on s'est contesté ici et là, qui peuvent amener les uns et les autres à contester. Finalement, on se retrouve dans des cycles électoraux répétitifs et qui, quelquefois, ne nous permettent pas effectivement d'évoluer. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le débat est posé. 5 ans, c'est valable pour d'autres. 4 ans, certains vous le diront. 7 ans, c'est le cas de la population de Koya, qui naturellement est dans son droit d'évoquer cela. Mais je pense qu'on en avait essayé déjà sous Lansana Conté, d'autres l'ont essayé. Vouloir faire un rétropédalage, je pense que par endroit, c'est de donner raison à ceux qui ont pensé à un certain niveau que 7 ans c'était bon, et de constater que peut-être les 5 ans aussi n'étaient pas du tout bons, parce que les règles démocratiques, enfin, la démocratie, c'est des principes en principe. On considère que les moins bons sont révolus pour pouvoir effectivement s'adapter aux plus bons, ce qui explique que la démocratie elle est dynamique, ça peut changer à tout bout de champ, et c'est ce qui fait que les constitutions que nous avons ici, c'est des constitutions qui sont révisables, qui peuvent être révisées, pour ainsi dire, et qu'on peut, à un certain niveau, quand on constate une disposition est obsolète, on peut la changer et mettre en place ce qui peut aller mieux avec la société. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est évident qu'on puisse, et c'est en cela que nous avons dit ici, puisque c'est la vulgarisation, c'est le dernier virage, mais il faut au même moment tenir compte de la réclamation des uns et des autres, ou de la volonté des uns et des autres, quant à la configuration, ou tout au plus le contenu de notre constitution, notre future constitution, parce que c'est un projet. Donc je pense que si tout cela est pris en compte, et j'ai dit que c'est très facile pour l'OCNT de dégager une majorité, parce qu'il y a tellement de rencontres qu'aujourd'hui on connaît géographiquement, politiquement, la position des uns et des autres, et on peut effectivement trouver le juste milieu pour tenir compte de l'aspiration des uns et des autres. On parle d'une constitution. La constitution, c'est cela aussi, parce que c'est ce qui fera d'elle, l'assentiment de la population de manière générale. Si tel n'est pas le cas, on ne peut pas parler d'une constitution, parce que tout simplement, elle souffrirait de la légitimité, et ça peut à tout bout de champ faire l'objet des contestations. Et nous avons vu ici la constitution de 2020 en une illustration, 2020, j'allais dire, en une illustration parfaite. Elle ne faisait pas l'unanimité, il y avait beaucoup de changements même à l'interne. Trois versions. 3 versions différentes. Donc ça en dit long assez sur l'état de santé de cette même constitution. Et finalement, nous avons vu le sort qui lui a été réservé. C'est pour autant dire qu'il faut bien faire les choses, parce que la constitution aussi s'inscrit dans le temps. Et dans l'espace. Dans le temps et dans l'espace, Mohamed Ba, le PMA, article 44 de l'avant-projet de nouvelle constitution stipule: le président de la République est élu au suffrage universel direct, au scrutin majoritaire à 2 tours. La durée du mandat du président de la République est de 5 ans, renouvelable une fois.
Une seule fois, hein, pas une fois, une seule fois, la durée du mandat court à compter de la date d'investiture. En aucun cas, nul ne peut, de sa vie, exercer plus de 2 mandats de président de la République. Nul ne peut, de sa vie, faire acte de candidature aux fonctions de président de la République après avoir exercé 2 mandats de président de la République. Koya en demande 7. On n'est ni au Cameroun, ni en Russie où le président devient Premier ministre, le temps pour lui de redevenir avoir 2 mandats, donc 4 mandats depuis son existence. Il faut qu'on soit un peu sérieux. C'est le droit de tous les Guinéens de pouvoir proposer des régimes, des formes de régime et tout ce qu'il faut pour le bon fonctionnement. Mais nous avons eu des expériences ici, ça n'a pas été de bonnes expériences. Nous avons vu du côté de la France, c'était 7 ans, ils sont à 5 ans. On a vu du côté de la Guinée en 2003, on a voté et que c'était pour 7 ans. Et après, on a suivi aussi avec les constitutions qui ont suivi dans notre pays, qu'est-ce qu'on a voulu nous vendre également. Je pense que pour moi, c'est un jeu. Parce que ce qui s'est passé, ce qu'on a dit, ce qui a été dit précisément par le président de la délégation spéciale de la commune urbaine de Koya, on avait déjà entendu pareil du côté du Tchad, si ma mémoire est bonne, quand il s'est présenté pour pouvoir parler de sa candidature. Ils ont parlé de 7 ans. Ouais. Et puis voilà, 7 ans, ils ont dit non, 7 ans c'est trop, on maintient en 5 ans. C'est ce qui s'est passé là-bas, on a maintenu à 5 ans. Du côté de la Guinée, je pense qu'il faut avoir les yeux pour comprendre les choses, comment ça se passe. Il faut regarder également dans le rétroviseur pour voir ce qu'il faut faire dans notre pays. Tout ce qu'on a traversé pendant combien d'années. Moi, je dirais, même si vous me dites 5 ans, je dirais 5 ans c'est trop pour la Guinée. Par rapport à cela, parce que je me réfère... Donc vous ne partagez pas le septennat? Septennat, je ne partage pas. Quinquennat, j'ai du mal à consommer quinquennat à plus forte raison de septennat. Aux États-Unis, c'est 4 ans. On ne dira pas que la Guinée, l'organisation, ça prend du temps, tout ça c'est lourd. Ça devient lourd parce qu'on crée des situations qui n'en valent pas la peine, dont on n'a pas besoin par rapport aux élections. Si le candidat, le président sortant a bien travaillé, il n'a pas besoin même de faire de campagne, il n'a pas besoin de sortir. Ce qu'il a fait, ça parle pour lui. Il n'a pas besoin de mobiliser les fonds de l'État pour pouvoir démontrer votez pour moi, votez pour moi. Si vous voyez un président sortant qui dit votez pour moi c'est parce qu'il n'a pas fait grand-chose, il n'a rien fait. Qu'il soit guinéen, africain ou européen, faire de la campagne pour un président sortant, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Peut-être tu vas le faire pour les indécis, des gens dont vous n'avez pas, qui ne vous avez pas choisi. L'électorat non conquis peut-être. Voilà, non. Donc c'est cela. Ce qui se passe, c'est qu'on veut commencer là. Je crois qu'il est temps de mettre fin à cela. J'espère qu'ils ne tiendront pas compte de cela. Parce que pour le moment, on va le dire, on propose 7 ans dans l'espoir qu'on a un candidat en tête. Et si ce candidat ne se présente pas, ça trouve que vous avez déjà présenté 7 ans, vous avez déjà proposé, 7 ans, qu'est-ce que vous allez faire? Parce qu'on sait ce qui se passe aujourd'hui dans nos quartiers, dans les villes. On sait tous ceux qui sont dans les manifestations de pouvoir à caractère politique. On sait, on se bat pour qui? Pas pour la constitution pure et dure, pas pour dans sa pure et dure, mais chacun a son petit truc pour quelqu'un qui place dans la tête. D'abord, pas la candidature de la personne qui les intéresse, mais quels sont les avantages qu'ils vont tirer de leur campagne pour telle personne, les avantages qu'ils vont tirer. On est en Guinée, on se connaît, on sait tous les mouvements, on se dit c'est la bonne période où on peut tirer vraiment de bonnes choses, de l'argent du gouvernement. On organise une petite manifestation, match de football, par-ci, par-là, vous avez 80 millions de francs guinéens, vous avez 50 millions de francs guinéens. Le reste, même si on met 10 ans pour un mandat, pour un président, ce n'est pas leur problème. L'essentiel, ils ont récupéré le petit nem-nem qu'ils ont eu ce jour. Après, le reste, ce n'est pas ça. Et il faut être sérieux sur ce plan. Quand on parle de cela, c'est l'avenir de toute une nation, c'est tout un pays. La construction des écoles, des hôpitaux, ça dépend de celui qui va venir au pouvoir et de la mandature que vous allez lui donner. Donc réfléchissons très bien. Ce pays nous appartient, Abdallah. La Guinée nous appartient. La construction de la Guinée incombe aux Guinéens, pas aux étrangers. Si vous mettez quelque chose sur la table, réfléchissez très bien. Que je ne le fais pas juste pour mon intérêt, pour avoir de l'argent aujourd'hui, pour avoir quelques accompagnements, pour pouvoir faire quelque chose, ou bien pour quelques postes de responsabilité. Parce que le président de la délégation spéciale du côté de Koya, dans les conditions normales, il cesse toutes les activités le 31 décembre de cette année. Cela n'est pas le cas. Il veut voir comment pouvoir s'installer. C'est ma réflexion. On parlait de 6 mois.
Voilà, on parlait de 6 mois, bien sûr. Oui. On parlait dans les conditions normales, les délégations spéciales, on ne va plus parler de cela. Mais les uns et les autres essaient de se battre pour se pérenniser, d'abord là où ils sont, mais aussi faire des yeux doux au pouvoir afin qu'ils bénéficient d'autres avantages. Je pense qu'il faut faire attention de la part des uns et des autres. Ce pays, on a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. On est encore enregistré, on continue à enregistrer jusqu'à présent. Ce qui se passe encore du côté de Zérékoré, on est témoin. C'est parce qu'il y a de l'amateurisme quelque part qui est en train de nous fatiguer. Il faut faire tout pour sortir de l'amateurisme. L'amateurisme ne peut pas développer un pays, que ce soit un pays occidental ou un pays africain. L'amateurisme ne peut pas. Il faut mettre des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Donc le fait de demander de 7 ans, c'est plutôt amateur. Ah ben, je sais pas. Ce n'est pas de demander qui est amateur, mais les personnes, des personnes dont on se fait entourer, l'amateurisme vient de là. Et si on est entouré par des amateurs, ils sont capables de donner toutes sortes d'idées sans que ces idées ne soient bien réfléchies. Le problème se situe à ce niveau. Ce n'est pas sorti seulement 7 ans. On peut même dire 10 ans. Et puis ça marche. Mais quand on dit 10 ans, qu'est-ce qui est derrière 10 ans? Qu'est-ce qu'on met sur la table? On peut mettre 7 ans, on dit une seule fois, un seul mandat, 7 ans. Un seul mandat, 8 ans, et il n'y a pas de deuxième mandature pour le candidat qui va se présenter. C'est ça, c'est ce qu'il faut voir. Tout ce qui se passe aujourd'hui, Abdallah, comme je l'ai dit, et je répète, j'insiste là-dessus, on ne le dit pas parce que on veut le dire, on le dit parce qu'il y a Mamadi Doumbouya qui est là, et parce que le CNRD qui est là aujourd'hui. Tout ce qu'on dit, ce n'est pas pour le peuple de Guinée qu'on le dit. On ne le dit pas parce qu'on veut avoir des postes de santé, ou on veut avoir des hôpitaux, on veut construire des écoles, et tout ça, ça n'a rien à voir. Nous avons vu des candidats ici pendant des alliances, et je m'amusais à le lire il y a quelque temps, où dans les alliances où on a dit, je vais être candidat, je te soutiens, à condition que vous ouvriez une deuxième région, comme on appelle région naturelle, du côté de la Guinée forestière. Un candidat s'est adhéré à Alpha Condé comme ça, parce qu'il voulait juste qu'il y ait deuxième ville. Zérékoré, c'est la première la région de la Guinée forestière, qu'il y ait une deuxième ville qui l'accompagne. Donc il y a des exemples comme ça, on ne peut pas rentrer, on n'aura pas le temps de parler de tout ça, mais il faut qu'on se réveille en Guinée. Le développement de ce pays, il faut avoir de bons projets, il faut avoir de bonnes personnes. Pas juste prendre une personne parce que toi tu sais que si tu prends cette personne, tu vas gagner de l'argent avec la personne. Si tu sais que tu gagnes avec ce combattant, tu fais la promotion de ce dernier, tu vas avoir des postes de responsabilité. Pense plutôt, si je mets quelque chose pour ce leader, pour cette personne, pour être une fois à la tête de l'État, il permettra le développement de ce pays. Il va vraiment gérer les affaires de l'État. Il va parler vraiment de la bonne gestion des mines, la bonne gestion de nos produits halieutiques. L'école sera sa priorité, la santé sera sa priorité. Mais si tu penses que c'est toi personnellement qui va être sa priorité, c'est-à-dire pouvoir bénéficier des décrets, c'est ça seulement, je pense que tu trompes le peuple de Guinée et malheureusement, ça ne sera pas bien pour nous. Oui, malheureusement, on va aller avec quelques réactions d'auditeurs et de téléspectateurs, certes, avant de boucler cette émission. On y va avec ce premier message. Bonjour, la seule radio de développement. Je suis Ali Radafi Camara depuis Bessia pour 1. Nous vous félicitons pour le travail que vous faites. Vraiment que Dieu protège notre chère patrie. Mais Abdallah, la Guinée est malade. La transition, mandat marin, respect absolu à mon PM et que Dieu sauve encore mon PM contre les monstres qui sont dans le pays. Merci pour la fidélité. Un coucou au PM ce matin encore. Bonjour ma radio, c'est Monsieur Souma Mohamed Lamine depuis Moribaya, la nouvelle sous-préfecture des intellectuels. J'aime vraiment votre émission. Que Dieu vous protège. Amen. Toujours sur le plus 224 629 95 67 67 avec ses auditeurs et téléspectateurs. Bonjour mes chers journalistes. Je présente toutes mes condoléances aux victimes du stade de Nzérékoré. Je prie le gouvernement de bien vouloir intervenir. Ces propagandes qui n'en valent pas la peine. Bref, le président n'a qu'à se débarrasser de ces propagandistes pour la réussite de la transition. Ah, ma Guinée fait pitié. Que Dieu sauve la Guinée et les Guinéens. Mando depuis Dabondi, fidèle auditeur de cette émission Le Scanner. Bonjour Kavi Média, Cécilia Ruchek depuis Bessia. J'ai encore le cœur qui saigne d'entendre encore qu'un tel événement peut se passer en Guinée, que les autorités nous donnent toutes les explications nécessaires et que la justice et à la justice de faire la lumière, que l'âme des victimes repose en paix. Amen. Bonjour monsieur, lui il est en retard, il veut voir les images, malheureusement on a
transmis, on a déjà diffusé. Bonjour le grand journaliste, je profite de l'occasion pour saluer mes parents. Je suis triste ce matin quand j'entends mon pays, ma préfecture natale qui a eu plus de 50 morts et quelques morts. Vraiment, c'est décourageant. Et toujours là, que l'âme des disparus repose en paix et que Dieu les accorde le paradis éternel. Veuillez garder ça dans votre cœur. Le code de ce paradis, on me l'a dit, l'un ou l'autre de garder notre sang-froid, s'il vous plaît, mes frères et sœurs. Si vous aimez la Guinée, veuillez garder ça dans votre cœur. Si vous voulez montrer votre sincérité, acceptez d'accompagner dans son travail. Faites très attention. Je ne comprends pas, Donzo Sekou, le pneumatique depuis Caporo. J'ai du mal à cerner les mots, Donzo. Bonjour Kavi FM, c'est Nyagata Nimatake. Aïe, si je prononce bien. J'adresse toutes mes condoléances aux familles éplorées et que l'âme des défunts repose en paix. Amen. Je répète nos noms. Nangatake Nematake. Je pense que je n'ai pas écorché le nom. On enchaîne toujours avec ces auditeurs et téléspectateurs au stand 629 95 67 deux fois. Bonjour Kavi. Vraiment c'est désolant quand les jeunes gens meurent banalement comme ça. Un simple tournoi de jouissance se termine avec des cas de mort. Vraiment les Guinéens doivent faire une prise de conscience. Tous ces mouvements de soutien pour avoir quelque chose des autorités. Si vous voulez aider le président, aidez-le à développer ce pays et pour qu'il donne tout. Mais comment allons-nous travailler avec ça? Il faut qu'on mette ce pays en avant et non nos intérêts individuels. Ibrahima Condé depuis Lambagny, toujours avec ses auditeurs au stand 629 95 67 deux fois. Salut les hommes de bonne foi. Je crois que les autorités de Nzérékoré ont failli à leur devoir à ne pas bien sécuriser ce stade et nos agents de sécurité ont aussi mal fait. Quand ils viennent pour une intervention, leur premier objectif c'est de lancer du gaz lacrymogène, ce qui a causé plus de morts. Ce sont les jets de gaz lacrymogène et de pierres. Et c'était la débandade signée Mamadou Saliou. Merci Mamadou Saliou pour l'intérêt. Bonjour Kavi TV, Kavi FM, Kavi TV, Kavi FM. Toutes mes condoléances à leurs familles respectives. Qui parcourent... Qu'est-ce qu'il dit? Bon, je n'ai pas bien compris le reste. Salut Mamadou Alpha Djambouria qui nous écrit, notre Djambouria à nous. Salam à vous et salam à mes parents de Dalaba Dintin Djambouria, dans Kamada, mon village natal. Je suis profondément attristé par ce drame. Je présente mes sincères condoléances aux familles des victimes et au peuple de Guinée, qu'Allah les pardonne, qui les accueille dans son paradis céleste éternel, écrit-il Mamadou Alpha Djambouria depuis Koloma, toujours avec ses auditeurs qui enchaînent. Beaucoup de messages ce matin. Ce matin, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Bonjour Kavi, je présente mes condoléances aux familles éplorées, mais j'aurais appris que c'est l'utilisation du gaz lacrymogène qui serait à l'origine de ce drame. Ibrahima Louis Kamano depuis Kuntia. Bonjour les caviards, très triste ce matin d'apprendre cette mauvaise nouvelle. Il est temps que le gouvernement nous dise stop au mouvement de soutien, paix à l'âme des victimes. C'est Mamadou Koubiaba depuis la Côte d'Ivoire. Ouais, ça c'est un numéro ivoirien. Merci pour la fidélité depuis la Côte d'Ivoire, cher ami. Bonjour Kavi, bonjour les débatteurs de chaque matin. En effet, nous demandons aux personnes porteuses de VIH de respecter la prise des médicaments, c'est-à-dire les antirétroviraux. En cette journée du VIH, je profite de votre temps d'antenne pour souhaiter bonne guérison à toute personne. Fodé Mouktar Keita depuis Lansana Barrage. On va aller avec deux pour terminer. Sensibiliser d'abord avant de se lancer dans des gaz lacrymogènes. Allez, c'est déjà compris. Et je pense qu'il parle de ce drame du côté de Nzérékoré. Bonjour ma radio, que Dieu protège la Guinée et tous les Guinéens. C'est Fadira Ibrahima depuis Debreka. Merci pour la fidélité depuis Debreka. Il est déjà l'heure, vous le savez, la radio et la télé, c'est l'heure. Yaï Diallo, merci. Merci Abdallah, merci à tous. Merci Mohamed Ba, le PM. Merci Abdallah, merci à tous.
Merci à l'équipe technique du jour, à Michel Ouamounou du côté de la réalisation côté télé. Côté télé, Salimatou Sissé nous a accompagnés. À ses côtés, Vaba Koivogi, le sorcier, Mamadou Diallo, avec ses touches magiques, nous a accompagnés du côté de la radio. Merci à toute la production et à la direction technique, aux auditeurs et téléspectateurs, paix à l'âme de nos compatriotes décédés du côté de Zérékoré. On se retrouve demain. Même heure, même fréquence, avec la même énergie pour d'autres sujets d'actualité sur le seul et l'unique média de développement en République de Guinée.